Bon, bonjour. Donc, je vais vous parler de. C'est tout à fait dans la lignée de ce qu'a fait Julia. Enfin, quoique. D'une étude de 7 familles potentiellement plurilingues et ce qu'on appelle des familles mixtes, c'est-à-dire où il y a un des conjoints qui est étranger et un des parents qui est français. Alors, j'ai fait ça parce qu'avant, j'avais mené des travaux sur la transmission, mais dans des familles migrantes, hein, majoritairement originaires du Maghreb. Et donc, je voulais voir un petit peu si les processus étaient similaires, ce qu'il n'était pas, etc. Alors, pour préciser mon approche, c'est une approche sociolinguistique, c'est du qualitatif, c'est des entretiens enregistrés avec un guide d'entretien assez souple qui me permet de rebondir sur les réflexions des gens. J'utiliserai bilingue ou plurilingue avec l'idée de l'usage, hein, de l'usage de plusieurs codes au quotidien, hein, avec rien d'autre, comme dans les acceptions de Mackay et Grosjean. Et puis, je vais pas mal utiliser le terme de bilinguisme de réception, parce qu'il est récurrent. Alors, avec l'idée que je partage avec Christine Després, qui l'a assez bien décrit, que ce bilinguisme de réception, autrement dit, je comprends, mais je parle pas, je produis pas, pour moi, il relève plus du représentationnel, de l'habitude, que d'une réelle, comment on va dire, d'un réel dysfonctionnement. Alors, donc les 7 familles, les voilà. Donc le papa, la maman sont là. Donc on se rend compte déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est majoritairement les mamans. Donc on se rejoint, hein, ce que tu disais, les mamans qui transmettent, voilà. Euh, alors, les 7 familles, il y en a une qui est une famille témoin en fait, parce que cette famille, elle avait tout pour transmettre, donc c'est la même config que les autres, c'est-à-dire un parent étranger, un parent français, et là ils transmettent pas. Donc je me suis dit que c'était marrant aussi d'avoir un autre regard, hein. Alors, et puis pour les langues en présence, donc dans mes travaux précédents, j'avais travaillé essentiellement sur les langues du Maghreb et français. Donc là, je me suis un peu dégagé de cet aspect linguistique. Donc il y a une famille où c'est l'anglais, une famille très particulière, enfin on va voir que c'est pas si particulier que ça, mais enfin, où c'est un bilinguiste franco-anglais, une famille suisse-allemande, une famille marocaine, donc c'est de l'arabe marocain, c'est pas du sheur. Une famille où la maman transmet l'anglais majoritairement et le swahili qui est quand même ça. Enfin, la maman est déjà bilingue d'origine, donc voilà. Et une famille où c'est le hongrois. Et la famille où ça n'a pas transmis, c'est en polonais. Voilà pour les 7 familles. Donc j'ai interviewé tous les membres de la famille, sauf les enfants de moins de 2 ans, parce que c'était un petit peu difficile. Difficile. Ceci dit, il y a quand même un enfant qui a moins de 2 ans, et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on peut déjà, à cette époque-là, avec un petit entretien tranquille, arriver à voir qu'il y a certaines choses. Je vais vous en reparler un petit peu après. Juste une question. Oui, Quand le F7, par exemple, oui. qui c'est qui est monolingue? Le père est Le monolingue, père est mais il parle monolingue. français? Oui, monolingue. Alors, voilà, quand je mets monolingue, c'est du français. Hein, voilà, c'est obligatoirement du français, oui, pardon. Mais comme ça allait de soi pour moi, vu que c'est des familles françaises, mixtes. Donc il y a forcément un des deux qui est francophone. À partir du moment où c'est monolingue, ça peut être que français. Donc bilingue et obligatoirement du français. Alors bilingue, c'est obligatoirement français, plus une ou dans certains cas, anglais swahili, espagnol anglais, hein, d'accord, plurilingue. Ça va, le tableau, c'est bon. Euh, Alors, bon, je ne vous fais pas tout le guide d'entretien, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, j'avais 3 guides d'entretien différents, un parental, un pour les enfants et un pour le parent migrant, puisque les questions ne sont pas les mêmes, hein. Bien évidemment, par exemple, est-ce que c'est agaçant si les échanges, ces échanges dans l'autre langue, ça suppose qu'on ne comprenne pas l'autre langue, hein. Donc, c'était aux parents français que je demandais ça. Le sentiment de se sentir français ou pas, bah, je l'ai quand même plus demandé. Je l'ai posé à tout le monde, mais c'était plus sur le parent migrant. Alors, je vous expliquerai pourquoi. Hein. Et l'ordre des questions, il n'est pas innocent non plus. C'est toujours
toujours un petit peu une perversion de chercheur, je sais pas quoi, mais l'idée de se dire que finalement, en agençant les questions dans le bon ordre, on arrive à faire sortir des choses qui sortiraient pas spontanément si on le posait autrement. Alors bon, c'est est-ce que tu es bilingue, ton conjoint, tes parents, est-ce que la langue de l'autre est facile, qui parle le moins, pourquoi faire de cette manière, est-ce que ça pose des problèmes, est-ce que les enfants parlent les deux langues, pourquoi transmettre ou ne pas transmettre la langue. J'ai noté d'ailleurs, je sais pas, tu m'as filé une interrogation maudite là, est-ce que transmettre c'est volontaire ou pas? Je me suis jamais posé la question, bah, je vais retourner à mes études. Voilà, enfin bon, les premières phrases compréhensibles, parce que demander à quelqu'un à quel âge ses enfants parlaient, mais c'est voilà, c'est une question qui est quasiment schizophrène, parce que c'est quand parler, même nous qui sommes du domaine, on a du mal à répondre à ce que ça veut dire parler. Parler c'est quoi? C'est produire, c'est comprendre, c'est faire les deux, c'est combien, hein, etc. Donc je leur ai demandé des premières phrases avec sujet, verbe, complément, voilà, compréhensibles par des extérieurs de la famille. Hein. Ça me semblait être un indicateur sympa. Est-ce que ça permet des secrets? Enfin voilà. Euh, donc, alors, ça je l'ai dit, garde alternée. Petite précision quand même, je reviens là-dessus. Sur les parents, dans la famille 5, c'est ici, F5, voilà, les parents vivent séparément depuis la naissance de leur fille, qui est en garde alternée, avec une présence plus importante de la mère. Donc, dans la famille 2, la communication entre les conjoints se fait en anglais, mais avec les enfants, la mère parle en espagnol et le père en français. Donc vous voyez, ça commence à faire des dessins compliqués. Alors, à ce propos, ça peut paraître compliqué sur le papier comme ça. Il faut savoir que quand on s'attaque à ce problème et qu'on rencontre beaucoup de familles plurilingues, on se rend compte que c'est une situation qui est finalement pas si... hein. Chez les migrants d'origine du Maghreb, la mère qui est berbère, le père qui est arabophone, et le français en plus, ça, c'est assez courant. Donc, bon, voilà. La famille 7, donc... Pardon? Que tu n'as que deux, c'est bien. Oui, c'est plus pratique. La famille 7, donc c'est ma famille témoin qui est restée monolingue, et les femmes, je vous l'ai dit. Alors, petite précision, les gens que j'ai rencontrés, à la différence des études que j'avais menées avant, cette fois-ci, c'était des gens qui faisaient partie de ce que Milroy appelle, ou enfin ce que la sociologie des réseaux appelle le premier ou le deuxième cercle, c'est-à-dire les amis, famille, amis, etc., ou les amis des amis. Autrement dit, ça peut induire éventuellement un biais, parce que ça pourrait être de mon milieu social, si tant est que j'ai un milieu social. L'avantage, par contre, c'est que ça m'a permis, comme il y avait une relative proximité, de pousser mes entretiens et d'aller un petit peu plus fort sur des trucs où finalement on met plus d'égards quand on ne connaît pas les personnes. Voilà. Et puis surtout, comme c'était des gens que j'avais déjà vu rencontrer, même si je ne les connaissais pas, j'avais déjà une idée de comment ça se passait, qui répondait comment, etc. Il faut savoir que, alors vous le verrez plus tard, ça apparaît dans les entretiens, ce qui m'a toujours surpris chez les bilingues simultanés ou les gens qui ont vraiment une très grosse pratique plurilingue au quotidien, c'est que parfois, ils n'ont pas conscience du code qu'ils utilisent. Alors, autrement dit, vous posez la question, la dame vous répond, alors je vais y passer un peu plus tard, elle vous dit oui, oui, non, mais moi, avec ma fille, je ne parle qu'en suisse-allemand. Sauf qu'elle a oublié que quand papa était là, elle est obligée de switcher en français parce que sinon papa il comprend rien. Quand moi je suis là, bah, elle est obligée parce que sinon elle exclut. Alors elle n'est pas obligée. Mais donc voilà. Et même les enfants m'ont dit à des moments ils savent pas quelle langue ils parlent. Donc vous voyez, c'est pour relativiser pas les propos mais la perception qu'ont les gens. Je pense que c'est important. Alors donc je vous ai mis quelques petits extraits. Donc ça c'est ma diapo combien? C'est ma diapo 4. Alors. Ces enfants sont tous bilingues simultanés, ça veut dire que à la naissance, ils ont été exposés à 2 ou 3 langues. Ça convoque une zone du cerveau qui n'est pas la... Ah, c'est la... C'est quoi ça? Ah, qui n'est pas la même si on est simultané ou si on est consécutif. Là, ils sont tous simultanés. Alors, la compétence, par contre, des enfants n'est pas équivalente dans les deux langues. Hein, c'est important à savoir, et ça, elle n'évolue pas. Il y a des travaux de De Hoover là qui ont montré que, effectivement, souvent le rythme d'acquisition n'est pas le même. Alors là, c'est les parents, donc je leur posais la question, et ils me disent oui, la plupart du temps en français. De temps en temps, ils me disent des mots en anglais, mais c'est rare. Hein, c'est la réponse qu'ils amènent à la question comment vous parle votre enfant.
Pour la plupart du temps, c'est français, il comprend la question parfaitement puisqu'il me répond, mais il répond en français. Et 3M, jamais, des fois des mots parce que, mais pas des phrases. Oui, ils comprennent parce qu'ils me répondent en français. Donc, les parents parlent dans la langue d'origine ou les langues d'origine et systématiquement ou quasiment systématiquement, en tout cas moi j'ai jamais vu de réponse en langue étrangère. Je précise que c'est sur cette étude, hein, parce que j'ai quand même vu ça, ça existe aussi en dehors. Enfin c'est rare. Et donc j'ai posé la même question aux plus grands enfants et ils me répondent non des fois mais pas beaucoup. Bon pas beaucoup ça veut dire vraiment pas beaucoup. Et le petit 3EG, alors il est spécial, retenez-le, lui répond quand elle parle en suisse allemand, ben je lui dis rien. Et vous verrez que je suis tombé pile pendant sa période de rébellion à la famille bilingue et au modèle, enfin, mode de transmission de la langue. Et on va voir que finalement c'est pas une situation qui est marginale. J'ai été un peu surpris d'ailleurs parce que ça m'a, enfin j'avais déjà entendu parler du phénomène, mais je ne l'avais jamais vu approcher d'aussi près en direct. Et puis le fait de dire ça et de mener cette étude, ça a fait émerger chez d'autres enquêtés qui se sont un petit peu lâchés en fin d'entretien, je vous en parlerai plus tard, mais qui m'ont dit donc finalement certains désagréments, la pratique plurilingue. Hein, c'est pas général, mais enfin bon. Bref, je passe à un deuxième point qui est donc, alors je vous répète, on a ces enfants qui sont bilingues simultanés, qui sont bilingues de réception, donc qui a priori comprennent tout, mais ne produisent pas ou que peu. Et donc le rôle finalement, je me suis intéressé au rôle du réseau, autrement dit l'input, la quantité de signal en français qu'ils recevaient au quotidien. Alors, famille nucléaire incluse, hein, ça veut dire dans la famille et en dehors de la famille. Alors ça, c'est les représentations des parents, donc ils disent partout, comme là en France, il y a partout du français. Ici, avec eux, tout le temps, tout le monde parle en français avec elle. Ils entendent 80% de français, donc c'est normal que derrière il y a maman, crèche, famille, tout, donc tout le monde parle français autour de lui, donc ça s'imprègne déjà parfaitement. Donc on voit quand même que les parents ont conscience de ce phénomène d'input du réseau, et il est démontré, hein, bon, il y a pas mal de travaux qui ont parlé de ça, mais c'est très souvent la langue qui prend le dessus. Il y a les travaux de Després, de Dewar, de Hello qui montrent ça. Et on sait qu'un réseau, hein, en fonction de sa densité, mais quand on va à l'école tous les jours, la famille, etc., les copains, ça fait quand même une certaine densité de réseau, ça transmet la norme. Or, la langue, la norme linguistique, c'est d'utiliser le français. Voilà, donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette quantité d'input massif en français. Donc, la structure du réseau, elle détermine, selon moi, alors j'ai fait d'autres travaux là-dessus dans d'autres contextes, mais selon moi, elle détermine très très fortement, c'est un très puissant déterminant des pratiques langagières. Bah oui, parce que si je ne parle par exemple suisse-allemand qu'avec ma maman, d'un point de vue pragmatique, c'est quand même plus rentable, même si j'aime pas le mot, mais de parler en français. Hein, donc voilà. Ce bilinguisme de réception quasiment systématique, pour moi, c'est déjà une première différence qu'on peut faire, hein, qui n'est pas obligatoire, mais qu'on peut faire avec les familles migrantes. Voilà. Quand je dis famille migrante, c'est-à-dire quand toute la famille a migré. Hein. Alors, maintenant, je vais aborder un phénomène qui m'avait déjà interpellé dans d'autres enquêtes que j'avais faites, qui est le rôle de la place dans la famille. Alors, les parents, d'abord, ils considèrent que l'aîné a parlé plus tôt. Alors, donc ils disent c'était assez tôt, vers, je sais pas, vers 4 ans, et c'est différent d'en avoir un que deux. Avec l'aîné, on était tous les deux tout le temps, et maintenant il faut s'occuper de tous les deux. Elle était toute seule, etc. Ben, de toute façon, tu es à 100% avec la première, et tu pas à 100% par rapport, je pense, avec la seconde, etc. Et j'ai observé ce phénomène de l'effet de la place dans la non, pardon, je me mélange. Donc ça, c'est pour ce que disent les parents. Ils considèrent presque tous, enfin en tout cas tous ceux qui avaient plusieurs enfants,
que leur aîné avait parlé plus tôt, et que c'était donc dû à la quantité d'input. Alors j'ai trouvé des travaux, notamment ceux de Hove Ginsberg en 98, qui parlaient de ça. Donc peut-être, ça peut être lié à la quantité d'input, effectivement, à la quantité d'attention, sachant que quand il y a un petit frère qui se rajoute, ben, on a le français qui va venir, donc ça va encore ajouter en français. Ensuite, le deuxième point sur cette histoire d'apprendre plus vite, moins vite, etc., c'était la place dans la fratrie. Alors ça, je l'avais trouvé chez les enfants de migrants, où souvent l'aîné disait qu'il était bilingue, le second, je schématise, hein, mais le premier disait qu'il était bilingue, le deuxième disait qu'il était bilingue de réception, et le troisième disait qu'il parlait pas et qu'il comprenait pas. Je l'ai retrouvé souvent dans les familles, je me suis posé la question, d'ailleurs ça m'a fait penser ce que tu as dit tout à l'heure à ça, et je me suis rendu compte que finalement, il y avait peut-être une logique dans le sens où quand on arrive dans un pays, ben, on ne sait pas déjà si on va repartir ou pas quand on est une famille migrante, donc on tient à ce que la langue soit apprise, et puis il y a la quantité d'attention qu'on peut porter selon les enfants, et puis le principe qui gouverne enfin, toutes les sciences humaines, enfin tout ce qui s'attache à l'homme, c'est quand même c'est des phénomènes dynamiques. Donc un migrant, il n'arrive pas migrant et il repart pas forcément migrant. Il passe plein d'étapes et dans la famille notamment, on a le projet migratoire qui peut changer. On voulait retourner travailler 10 ans, puis on se dit on va revenir. Donc c'est moins important de transmettre à certaines époques. L'identité est dynamique. En fonction de l'actualisation qu'on a de sa propre identité, on a plus ou moins envie de transmettre. Je vous reparle de tout ça après. Tout ce que je veux dire, c'est donc que les parents trouvaient que le puîné avait appris la langue étrangère moins vite, les parents migrants. Je ne sais pas si je suis clair, ça va? Quand tu parles de langue étrangère, c'est le français. La langue étrangère. Le puîné, les parents trouvaient que le puîné, enfin le deuxième, apprenait la langue étrangère. Ils disent langue étrangère? Non, c'est moi qui ai dit. Ah, C'est l'autre langue que le français. L'autre langue, d'accord? Je peux pas dire, voilà, il y en a plusieurs. Hein, la langue étrangère, si c'est pas du français. Non? Elle n'est pas étrangère. C'est bon, Pour eux, elle n'est pas étrangère. Non, mais on est en France. Bon, ok. On se demande. Alors, je reformule. Les parents trouvaient que, en général, la langue du conjoint migrant était beaucoup plus lente à apprendre. Voilà. Chez le second. Hein. Alors donc, les pistes d'explication. J'ai du mal. Que ce soit la mère ou le père. Que ce soit la mère ou le père. Ah, c'était souvent quand même les mamans qui parlaient plus de cette histoire. Les pères étaient moins précis sur le... Voilà. Qui était plus soucieuse de la transmission de la langue. Je sais. Alors, le problème là, c'est qu'il y a un déséquilibre très net en faveur des femmes. Donc, être plus soucieux, moi, je ne peux pas me faire de psychologie. J'ai du mal à, tu vois, à savoir. Non, mais qui le thématisait davantage. En tout cas, oui, visiblement, oui. Hein. Là, par exemple, c'est... Ah non, là, il y a un homme et une femme, mais bon. Alors, pour ce qui concerne les enfants, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, très tôt, il y a conscience des codes et des alternances de codes. Alors, le premier exemple, la petite fille, elle a 26 mois, et elle dit « Maman, il dit dress », et papa, il dit robe. Elle disait yob à l'époque, je crois d'ailleurs. Hein. Mais bon, vous voyez que déjà, il y a conscience qu'il y a deux variétés, et cette petite fille, elle traduisait, je ne sais pas, une vingtaine de mots en anglais et en français. Quand on lui demandait, par exemple, comment on dit la glace en anglais, hein, elle disait Hakim. Bon, elle n'a pas encore la maîtrise complètement de l'espace phonologique, en tout cas en production. Donc, la deuxième petite fille, elle a 4 ans, elle dit en français, en anglais, donc là elle nomme très bien les variétés, etc. Et 5 ans, Maroc et français, etc. Alors, ensuite, il y a la conscience de la distribution des codes, autrement dit, qui parle quoi et comment. Et effectivement, là, dès 6 ans, c'est assez clair, hein, mon papa, il parle en français, ma maman et en anglais, ma maman en espagnol et en anglais. Ma mère, elle me parle en suisse-allemand, etc. Hein. Donc, conscience rapide des codes et de la répartition familiale des codes. Alors maintenant j'attaque une partie qui est complexe,
parce qu'elle touche aux représentations des gens, et on sait que les représentations, c'est co-substantiel de l'identité. Hein. Nos représentations sont ce qui nous fonde, hein, ce qui fonde notre identité, et ça détermine des attitudes par rapport à la langue qui peuvent avoir des conséquences sérieuses. Alors déjà, tous les parents, ça c'était unanime, avaient une représentation positive du plurilinguisme. Bon, c'est déjà une bonne chose, parce que en d'autres époques pas si lointaines, on considérait que ça pouvait rendre malade et que c'était très très nuisible. Je vais d'ailleurs à ce sujet vous parler dans 30 secondes de ce que j'ai quand même appris au cours de cette enquête, qui est assez édifiant là-dessus. Mais, et c'est là qu'on va y arriver, les représentations des parents étaient quasiment unanimes sur le fait que le bilinguisme, le plurilinguisme de leurs enfants allait produire des retards d'acquisition. Donc la maman là qui parle, elle dit un enfant bilingue, il commence vraiment à parler à 2 ans, et eux c'était plutôt à 2 ans et demi, donc ils ont un décalage de 6 mois en fait. Et en prolongeant la discussion, je m'aperçois qu'elle était persuadée, hein, tout en appliquant une stratégie plurilingue en famille, que ses enfants étaient en retard parce qu'ils étaient bilingues. Et là derrière cette appréhension, il y a la peur du mélange des codes. Alors, par exemple, j'avais cette appréhension-là du mélange des codes, on n'est jamais sûr que ça fonctionne. Moi, hongrois, et systématiquement depuis sa naissance, quand hongrois, je ne mélange pas. Et là, c'est un papa qui parle. Alors, là-dessus, il faut savoir que on sait qu'en général, il n'y a pas de retard à l'acquisition chez les enfants bilingues. Hein. Là, c'est pas que moi qui le dis, il y a les travaux de Hello, de Dewar qui ont démontré ça, et de beaucoup d'autres. Par contre, ce que j'ai réalisé donc au fil de ces entretiens, et puis ensuite dans les crèches, chez le pédiatre, et en faisant des entretiens avec les personnels de ADSEM, et puis des nanas qui gardent les enfants, comment on appelle ça, des assistantes maternelles, voilà, des nounous, qui avaient une représentation mais encore extrêmement forte de la loi Gramont-Ronja. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une loi du début du 20e siècle, qui disait que bon, finalement le bilinguisme, ça pouvait ne pas avoir de conséquences, à condition de surtout pas mélanger. Autrement dit, un parent, une langue. Hein, papa français, tu ne parles qu'en français, maman, je sais pas, pakistanaise, etc. On ne mélangeait pas les langues. Hein. Donc, je me suis rendu compte que non seulement ces représentations, c'était celles des parents, mais qu'en plus on les retrouvait, et notamment chez des médecins pédiatres qui disent, voilà, alors c'est marrant parce que Dewar, dans un de ses articles, elle en parle aussi, et donc l'histoire des médecins pédiatres qui disent aux parents bilingues, vous en faites pas, votre enfant il aura que 6 mois de retard, hein, c'est pas un mythe, hein, voilà. Et les crèches et les assistantes maternelles aussi. Donc vous voyez que finalement, ce poids des représentations négatives sur le bilinguisme, ça pèse quand même. Hein, et ça pèse particulièrement sur notre société française. Alors, je terminerai là-dessus, mais je vais quand même le dire, parce que quand on dit les choses 2 fois, des fois on est mieux retenu. Si on sait que plus de la majorité est multilingue, il y a quand même les 3/4 de l'humanité qui ne se sont jamais posé ce genre de problème, parce qu'ils le vivent au quotidien et qui ne se les poseront jamais. Donc on peut aussi se dire, bah, ça nous renvoie à pourquoi on se pose tout ça. Enfin bon. Notre exceptionnalité. Voilà, exactement. Notre monolinguisme, hein, pour être... Alors, toutefois, ces représentations, elles évoluent quand même, parce que... alors, c'était dans le truc précédent, je l'ai marqué... j'avais cette appréhension-là du mélange. Autrement dit, ça veut dire qu'elle l'a moins, ou qu'il l'a moins. C'est maman. Donc, ça veut dire que ça évolue. Hein, donc vous voyez quand même que hein, c'est pas désespéré. Alors, donc, en tout cas pour ce qui me concerne, moi, j'ai pas noté de retard particulier, que ce soit avec ou sans séparation des codes dans ces familles. Hein. Donc il y en avait qui séparaient très nettement les codes, hein, donc ceux dont on a vu, puis il y en avait qui n'avaient jamais pensé à l'histoire et qui laissaient les choses se faire naturellement. Et j'ai pas observé
même peut-être au contraire, que les familles ont séparé les codes, ça fonctionne mieux que les familles ont les séparés. Voilà. Alors, j'aborde maintenant l'aspect identitaire de la transmission. Je suis dans les temps, j'arrive pas à me rendre compte. 10 minutes. Non, c'est bon. Non, Un peu moins. Alors, je vais accélérer. Donc, transmettre une langue, il y a une motivation identitaire qui est très forte, hein. Enfin souvent très forte, ça fait partie des moteurs. Donc, chez les parents, ça ne fait pas exception. Oui, moi c'est important de transmettre, c'est ma langue, hein. C'est un marqueur identitaire qui est fort, ça fait partie de l'identité, les origines, etc. Donc, les parents migrants, hein, je parle, hein, ils ont des ressentis identitaires qui sont pluriels, mais là on voit une fois de plus encore que le phénomène est dynamique, parce que la dernière enquêtée 3M, elle dit tout ce qui me touche maintenant, c'est même plus la France que la Suisse. Donc, il y a un glissement identitaire, enfin un changement identitaire, hein, elle se sent plus concernée par la France que la Suisse. Hein, comme par hasard, ça correspond dans cette famille à une baisse, enfin peut-être de la vigilance sur la transmission. Donc on voit que l'aspect identitaire quand même, il est très important. Alors j'en arrive au petit garçon, là, au malaise Roger. Donc l'enfant en question, pendant l'enquête et après l'entretien, il a commencé à refuser que sa mère lui parle en suisse allemand. Alors, moi j'en étais navré parce que, mais en fait bon, c'était latent. Et ça faisait un moment que ça couvait, et ça s'est déclenché à ce moment-là. Alors il dit, moi j'aime pas, quand elle me parle en suisse allemand, j'aime pas, je sais pas y parler. Alors on note le régionalisme avec le Y, hein, on est dans la région. Et alors du coup, dans les 2 autres entretiens avec des parents, il y en a une des nanas qui me dit, j'étais mal à l'aise quand ils me parlaient en anglais, avec des gens qui ne comprenaient pas. Donc, et vraiment, son mari m'en a parlé, enfin c'était un truc qui a été visiblement assez fort pour elle. Et alors la dernière enquêtée, donc elle est d'origine, elle est ougandaise, et sa mère lui parlait, alors elle dit quand ma mère nous parlait en Kiganda, on n'était pas à l'aise, même si on comprenait. C'est que à nous, elle parlait ça, le Kiganda, on comprenait, mais on répondait jamais en Kiganda. Alors, c'est quand même incroyable parce qu'on est dans des pays plurilingues, hein, puisqu'il y a alors là, à cette époque, donc en présence, les langues en présence, c'était Kiganda, Swahili, anglais, et donc c'est pas le plurilinguisme là qui pose un problème, visiblement, c'est une pratique qui est quotidienne, qui est généralisée, hein, tout le monde. Donc je pense que c'est le recours à une variété qui fait pas partie de la norme. Voilà, hein. Mais donc ça montre que finalement, de temps en temps, il peut y avoir des aspects contraignants dans ce bilinguisme, hein. Voilà, il y avait quelques cas. Alors après, bon, c'est plus anecdotique. J'ai recensé des phénomènes, voilà. Il y a l'influence sur le parent non migrant, hein, ça m'oblige, ça me stimule, je comprends mieux. Ou un des parents qui dit elle commence à comprendre le hongrois. Bon, alors, par contre, une chose qui reste et qui demeure, c'est que effectivement, c'est un travail, c'est pas une sinécure, quoi, hein, transmettre la langue, et surtout en famille mixte. Hein, encore en famille migrante, à la limite c'est peut-être plus facile, mais en famille mixte, et elle le dit, hein, c'est un effort, quoi. Alors on le retrouve dans plein de travaux qui parlent de ça, hein. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, la présence du conjoint monolingue contraint la plupart du temps, très souvent, à l'usage du français. Donc finalement, c'est un peu une illusion que de dire je ne parle que ma langue maternelle. Voilà. Et puis une chose à laquelle on ne pense pas, mais dans la famille numéro 7, le papa il me dit, ben moi j'aurais bien aimé qu'elle la transmette la langue. Mais la transmission de la langue, c'est exclusivement la propriété du parent étranger. Voilà. Et puis un dernier aspect qui est l'aspect pragmatique sur l'alternance des codes. Alors, il y a les travaux de Dalila Morsli, notamment, qui sur les insultes, sur le vocabulaire qui touche au sexe, etc., qui se faisait dans une langue plutôt que dans une autre, etc. Et là, on a un des parents qui dit, moi, de toute façon, moi, si je parle en français, elle m'écoute pas. Donc, ça veut dire que si elle veut avoir de l'autorité, il faut qu'elle ait recours à la langue. Voilà. Conclusion. C'est une situation finalement assez commune, et plus j'avance sur ce terrain, plus je me rends compte que c'est très banal. Pour moi,
cette petite enquête et ce que j'ai fait avant confirme le rôle majeur de l'input. Et quand je dis l'input, c'est la configuration du réseau social. Là, dans ces familles mixtes, a priori, il y a quand même une dominance assez nette du bilinguisme de réception, même si j'ai vu des cas quand même qui étaient particuliers. A priori, l'apprentissage de la L2, il est quand même plus lent. Hein, donc bilinguisme de réception, apprentissage de la L2 plus lent, ça correspond. Par rapport à Grammont-Ronja, donc une langue, une personne, ça fonctionne. On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais si on ne le fait pas, ça fonctionne aussi bien. Donc c'est pas la peine de s'empoisonner la vie à faire du Grammont-Ronja quand on peut faire naturel. Et dernier point, qui sera un point plus global, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'Afrique, c'est que finalement, il faudrait peut-être tout simplement faire évoluer les représentations de ce que c'est que la pratique bilingue ou plurilingue. Je parle au niveau général, hein, au niveau institutionnel, au niveau des crèches, des écoles, des maternelles, des toubibs, des pédiatres, etc. Et on progresserait voilà, sur la voie du plurilinguisme. Merci de votre attention. Merci. Question. C'est bien, mais t'es pas au bout. Pardon? C'est bien, mais t'es pas au bout. Je suis pas au bout de... Ah. Kevin? Au niveau méthodologique, du coup, vous dites vous-même, dans les entretiens, on dit ce qu'on veut bien dire. Ça vous a jamais tenté, du coup, d'observer ce qui se passe plutôt dans cette famille? Ah mais je l'ai fait, c'est ça. C'est pour ça, comme je les connaissais, j'ai pu observer. Hein, en fait, ce que je fais, moi j'aime pas les entretiens collectifs, je déteste ça, parce que ça, on n'obtient pas les bonnes choses, on est sous la pression. Donc je vais en famille, on s'installe, je reste un moment, on discute, voilà, on va faire ça, on va faire ça, et après je pioche au hasard, et on s'isole, et je reviens, donc ce qui fait que, bon, en plus il y a des familles que je connaissais, que j'ai vues maintes fois, donc voilà, c'est pas uniquement l'entretien qui a déterminé. Il y en a pour qui j'ai fait plusieurs entretiens. Parce que quand j'ai écouté l'entretien, je dis ah zut, j'ai oublié de lui poser cette question, et retéléphone, et remagnéto, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une relation par rapport les parents un peu isolés dans ces cas-là, des langues, par exemple, je sais pas, il y avait plusieurs langues différentes, qui sont plus isolés au niveau social, et d'autres qui ils trouvaient quand même dans la ville où ils habitaient des réseaux qui parlaient la même langue, est-ce qu'il y avait une différence? Ouais, je vois là, les gens que j'ai rencontrés, a priori, il n'y avait pas de volonté particulière d'aller vers des gens du pays. Donc c'était des gens, les parents migrants, qui vivaient très bien leur truc. Mais maintenant, avec les nouveaux médias, et on se retrouve là-dessus, hein, c'est que on reste en contact avec la famille, il suffit d'allumer un tac, on se fait un petit Skype ou et on est en contact avec la famille. Du coup, est-ce que on n'est pas moins tenté d'aller vers... en tout cas, là, a priori, non. Voilà. Non, c'est-à-dire que ces gens étaient isolés, n'avaient pas de réseau social autour d'eux qui parlaient leur langue d'origine. C'est ça là. Et ils ont un réseau social, mais ils ont restructuré à la différence. C'est toujours le problème pour le migrant. Alors ça, c'est général. C'est comment je restructure mon réseau. Je pars, je perds mon réseau. Enfin, j'en perds une partie en tout cas. Comment je restructure mon réseau en arrivant en France? Là, c'est quand même des mariages, c'est des unions. Donc, on adopte, ou pas d'ailleurs, hein, mais une partie du réseau du conjoint. Donc, on ne se retrouve pas à tout restructurer. Hein, et puis après, la restructuration, elle peut être... on n'est pas obligé de restructurer son réseau avec des gens qui viennent du même pays. On peut le Non, mais restructurer. justement, on peut aussi. On peut aussi, ouais, c'est pas exclusif. Hein. Et la question, c'est justement, est-ce que quand on essaie de reconstruire un réseau à partir de ses origines, Ouais. est-ce que là, le maintien de la langue est plus facile, moins facile? Merci. Ah. C'est ça ma question. C'était ça, d'accord, j'avais pas compris. Voilà, Je l'avais vu en filigrane, mais je l'avais pas. De toute façon, c'est à voir par rapport à l'input. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. C'est la Mais quantité est-ce que dans vos de... enquêtés, est-ce que vous avez vu justement une différence entre des personnes qui auraient bien fonctionné sûr. à l'état isolé et d'autres qui auraient bien fonctionné en se reconstruisant un réseau dans leur... Bien sûr, c'est très net.
C'est très net. Dans ce que j'ai fait dans mes travaux précédents, donc sur entre le Maghreb et la France, la migration entre le Maghreb et la France, plus on restructure dans, entre guillemets, son, je sais pas comment on va dire ça, dans son pays d'origine, ça n'a pas de sens, langue d'origine, enfin dans des gens qui nous sont proches linguistiquement, enfin, comment dire ça, c'est compliqué. C'est toujours le problème de l'input et du réseau, hein. Si vous restructurez tout votre lien social, il est refait dans des gens qui parlent la même langue que vous, le français, il va rester très à l'écart, et vous restez plus à l'écart de la société. Sauf dans le cas d'une pratique plurilingue, mais avoir une pratique plurilingue, ça veut dire avoir un réseau, dans ce cas-là, qui est plus ouvert. Et après, c'est le degré de densité et d'ouverture du réseau qui permet de faire ça. Par exemple, il y a en sociologie des réseaux, ils utilisent les trous structuraux, ce qu'ils appellent les trous structuraux, qui sont des liens faibles, mais qui finalement mettent en contact avec d'autres réseaux. Plus on a de liens structuraux, plus on peut aller vers d'autres gens. Et donc, alors, c'est inversement proportionnel. Il n'y a pas de situation qui soit manichéenne, hein. Toutes les situations, elles existent. En tout cas, à mon sens, c'est le contact dans le réseau qui fait le contact avec la langue et qui fait qu'on reste ou qu'on ne reste pas. Après, la transmission, c'est aussi des motivations identitaires. Quelqu'un qui veut être assimilé, les migrants des années 60, pour beaucoup, c'était on parle français, ici on est en France, on parle français, c'était très assimilationniste. Et donc, du coup, on gardait pas forcément le réseau, on n'avait pas forcément envie parce qu'on voulait. Et puis maintenant, on est sur des choses peut-être un peu différentes, plus plurilingues. Donc. Pardon, juste, c'est vrai que les Polonais, moi qui vois pas mal les Polonais, m'ont toujours surpris. Il y a vraiment beaucoup de Polonais qui ont un refus identitaire, justement. On est en France et on a une volonté de ne pas transmettre. Donc c'est très clair, oui. votre seul exemple. Oui. Donc corrobore, alors là, nos sources sont totalement différentes. Et c'est quelque chose pour moi qui est apparu comme une évidence. Beaucoup de Polonais ont eu un refus de transmission, lié à l'histoire de leur pays aussi. Alors après, il y a autre chose pour le polonais, puis pas pour d'autres langues. Bon, là, je vous en ai pas parlé parce que sinon, ça allait encore tout emmêler. Il y a le problème du prestige de la langue. Alors, par exemple, c'était. Vas-y. Non, mais juste, il me semble qu'en effet, il faudrait peut-être distinguer entre réseau, la qualité du réseau et quantité d'input. Donc, input dans quelle langue? Les réseaux, on sait que les réseaux peuvent être aussi plurilingues. Oui, bien sûr. Par contre, j'imagine que ce qui t'importe aussi, c'est de mettre en relation la densité du réseau et densité et quantité d'input. J'imagine que c'est ça qui est en relation. Ah ouais, bien sûr. On est dans un réseau dense et plus on va avoir de pression normative, qu'elle bien soit sûr. La norme légitime ou pas. Quoi. Donc il me semble que c'est la question de la densité du réseau aussi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je parlais des trous structuraux. Pas forcément identifié à une quantité d'input dans une langue donnée. On peut être inséré dans des réseaux très denses, ou je sais pas moi, dans un réseau de quartier par exemple, où on va avoir des interlocuteurs très réguliers, très proches, avec qui on va avoir des activités langagères quotidiennes, des routines, tout ça, mais qui peuvent se passer aussi dans plusieurs langues. Bien sûr. Sont pas forcément... Non, mais je répondais par rapport à ça, c'était par rapport à la question sur la transmission de la langue. Et effectivement, je parlais de l'input en langue, pour répondre à la question, l'input en langue étrangère. Donc dans l'autre langue que le français. Voilà. Moi, ça me gêne pas, c'est marrant, mais c'est vrai. Dans le sens, tu veux dire par rapport à la présence? Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais il me semble que identifier, mettre un signe égal entre réseau et input, ça pose problème. Après, je ne sais pas comment démêler le... Mais tu peux avoir l'input, c'est simplement, tu peux avoir un signal plurilingue. C'est les formes auxquelles tu es exposé. Exactement, ouais. Les langues en présence dans ton réseau. Les réseaux sont aussi marqués par une langue. Ils sont aussi marqués par une langue. Pas par qu'une langue. Par une, plusieurs. Par des pratiques.
si on se transporte sur un territoire, il va y avoir le centre social, il va y avoir l'école, il va y avoir la sphère religieuse, il va y avoir, voilà, et c'est souvent marqué par une langue du fait que on cloisonne beaucoup justement par langue et que les endroits où on pourrait démarquer et puis décloisonner, on le fait peu. Donc au contraire, on encourage ce cloisonnement. Oui, je suis d'accord, mais si par exemple tu prends le réseau familial, je suis d'accord, à un sens le plus restreint du terme, justement dans ces cas-là, typiquement, quelle est la langue identifiée au réseau familial, puisqu'il y en a deux. Qu'est-ce que... Non mais attends Patricia, le réseau, tu sais, c'est... Là, quand je parle du réseau, c'est par rapport... Je pars de ego et je trace les... Oui, mais justement, prenons le cas du réseau familial. Ouais. Tu pars d'un individu qui est inséré dans un réseau, alors familial au sens restreint, nucléaire, si Ouais. tu veux, donc, puisque tu t'intéresses au couple mixte avec des enfants. Ce réseau familial, bon, il est dense, puisque les relations sont quotidiennes, donc les échanges sont très fréquents, donc il y a beaucoup d'input, il y a beaucoup d'exposition à de la parole, et cette parole, on est d'accord qu'elle n'est pas dans une seule langue. Non, bien sûr. C'est ce que je dis. Et donc il me semble que l'identification input et réseau, c'est un peu problématique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi bon, attends, moi, non, là où je te rejoindrai, il y a un seul truc pour moi que je sortirais, c'est la motivation identitaire. Parce que la motivation identitaire, ça transcende tout. On peut dire, hein, on sait qu'une langue, il y a des gens qui appellent ça une langue, il y en a qui disent que c'est qui séparent deux langues, qui disent que c'est deux langues différentes, il y en a qui disent que c'est la même, juste par motivation identitaire, et c'est incontestable. On ne peut pas dire à quelqu'un, je te dénie le droit d'appeler ça une langue. Bon, donc ça, c'est la seule chose que je sors. Non, mais d'accord. Mais sinon, pour l'input, même au niveau familial, si tu prends par exemple, prenons le suisse-allemand, la famille suisse-allemande. La maman parle en suisse-allemand. Mais, alors, quand le petit lui dit « je veux plus », déjà, elle est embêtée. Donc des fois, elle va se rater, elle va parler, se rater par rapport à sa stratégie. Hein. Le papa ne parle qu'en français, les enfants entre eux parlent en français. Donc si on se limite à ce tout petit réseau, la famille nucléaire, l'input en français, il est extrêmement majoritaire. C'est tout ce que je disais, hein, je disais rien d'autre. Hein. Après, plus tu explores. Voilà, ouais. Dans ce réseau. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que je comparais avec les familles migrantes. Non, mais d'accord, mais c'est pour clarifier. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, parce que dans les familles migrantes, tu as toutes les configs. Ça se superpose pas. Ah non. Voilà. Ah non. Hein? En réseau, plusieurs inputs. Oui, Voilà, oui, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est pas. Exactement. C'est ça. Non, mais j'étais peut-être pas clair dans ma j'étais peut-être pas clair dans ma formulation aussi, hein, c'est possible. Oui, non, absolument. Hein. Ah ouais. Même 3, tu vois, quand tu as les. Il peut y avoir des inputs dans plusieurs langues au sein d'un même réseau. Ah ouais, mais c'est même pas il peut, c'est il y a. Oui, non, mais c'est ça. D'autres remarques ou questions? On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. À lui d'abord, tous les deux. Je me sens plus.